Bonjour Emmanuel Vargon. Bonjour Apolline de Malherbe. Merci d'être avec nous. Vous êtes secrétaire d'État auprès de la ministre de la Transition écologique. Hier encore, j'aurais dit auprès du ministre de la Transition écologique. Mais est-ce que l'écologie, finalement, avec la nomination notamment d'Elisabeth Borne, c'est pas devenu finalement une histoire de gestion et non plus de conviction ? Ah, je crois pas. Je sais qu'il y a eu une polémique sur son titre et moi je voudrais vraiment dire que c'est pas du tout une question de titre. Elle n'est plus ministre d'État. Voilà, elle n'est plus ministre d'État. C'est pas du tout une question de titre, c'est une question d'engagement et c'est une question d'acte. Et Elisabeth Borne, c'est quelqu'un qui est très engagé sur ces sujets depuis longtemps. Elle a travaillé avec Ségolène Royal dans ce ministère où elle était directrice de cabinet. Elle a été préfète d'une région dans laquelle les sujets qui sont les sujets d'aujourd'hui, la sécheresse par exemple, la gestion de l'eau, sont des sujets extrêmement importants. C'était en Poitou-Charentes. Elle a dirigé une grande entreprise publique dans laquelle elle a engagé la décarbonation, la RATP, avec la fin des bus au diesel progressif. Donc c'est quelqu'un d'engagé et c'est aussi quelqu'un connu pour son efficacité. Engagé et efficace, vous le dites, c'est-à-dire c'est un côté aussi technicienne. Au départ, elle était quand même directrice de cabinet et non pas politique, mais on est quand même passé de Nicolas Hulot, qui était un homme de conviction, mais qui a fini par être découragé, à François de Rugy, qui était écologiste par engagement politique au départ, mais politique, à finalement Elisabeth Borne, dont on n'a jamais entendu dire qu'elle avait quoi que ce soit comme conviction écolo. Je crois que pour porter le ministère de la Transition écologique et solidaire, d'ailleurs, et c'est important de rappeler qu'on vise aussi la solidarité, il faut des convictions et une capacité d'action. Et il faut les deux. Et une capacité d'action tous les jours pour progresser, pour faire avancer les dossiers et pour atteindre des résultats. Moi, je connais Elisabeth Borne et je connais ses convictions et je connais aussi sa capacité d'action. Il y a bien sûr la nécessité d'être un éveilleur de conscience, de porter l'alerte, de porter le message de l'urgence. Mais d'une certaine manière, on n'en est plus là. Parce que le message de l'urgence climatique, le message de l'urgence pour préserver la biodiversité, je crois qu'il est partagé maintenant par tous. Les jeunes nous le disent tous les jours et je crois que tous les Français savent. Pour vous, c'est fait, la prise de conscience, elle est là. Ce qu'on nous demande, c'est de passer des discours aux actes. Ce qu'on nous demande, c'est de montrer qu'au-delà de la prise de conscience de tous, de toute la classe politique, du gouvernement, du président de la République, de la majorité, nous sommes capables d'atteindre des résultats en France et à l'international. J'ai précisément envie de vous prendre au mot. Il y a un décalage entre ce qui s'est passé hier au Sénat et ce qui se passe sur le terrain. Au Sénat a été votée en première lecture cette loi qui va désormais décréter officiellement l'urgence écologique et climatique. Alors voilà pour le message. Et puis sur le terrain, il y a ce train de marchandises qui roulait jusqu'à hier et qui ce matin ne roulera plus. Le train de marchandises entre Perpignan et Rungis. Et à la place, ce sera des camions. Comment est-ce qu'on peut avoir un tel décalage entre le symbole politique, le message, l'urgence et ce qui se passe sur le terrain ? Mais en fait, moi, je vous rejoins sur le train des marchandises. Et Elisabeth Borne aussi, c'est d'ailleurs celle qui s'est le plus battue pour l'instant pour maintenir ce train. Ce train, c'est une ligne qui n'a pas été entretenue depuis très longtemps, donc les matériels sont vétustes. Et du coup, les transporteurs eux-mêmes, les gens qui produisent, commencent à dire finalement c'est plus simple et moins cher de mettre les marchandises sur des camions que dans le train. Elisabeth Borne, elle s'est battue pour qu'on maintienne la ligne jusqu'à la fin de l'année. Elle refait un tour de table avec tous les acteurs pour voir comment est-ce qu'on remet des marchandises sur ce train. Vous avez raison, on ne peut pas décréter, dire à quel point c'est urgent et laisser faire. Mais là, c'est pas du tout une décision de l'État. Au contraire, l'État vient à la rescousse des acteurs. Mais c'est aussi l'État qui, justement, aurait dû encourager à investir davantage. Quand on regarde l'aberration, 25 000 camions à la place de ce train, quelle aberration écologique. Mais en tout cas, la position du gouvernement, elle est très claire. Il faut maintenir cette ligne, il faut la maintenir techniquement et l'infrastructure et trouver les moyens d'agir avec tous les acteurs, y compris des acteurs privés. Ce sont essentiellement des acteurs privés maintenant pour faire en sorte que les marchandises restent sur ce train et pas sur la route. Et ça veut aussi dire que tout ne dépend pas de l'État et que c'est l'État plus les acteurs privés qui sont capables d'agir. Mais Emmanuel Vargon, comment on peut vous croire ? Moi-même, hier, à ce même micro, j'ai affirmé qu'il roulait, ce qui techniquement était vrai. Il roulait hier, mais il ne roule plus aujourd'hui. La semaine dernière, Elisabeth Borne elle-même, alors qu'elle n'était que ministre des Transports, avait affirmé, je la cite très clairement, ce train roulera la semaine prochaine. On y est la semaine prochaine. Il ne roule plus. Il roulera et il roulera aussi longtemps qu'il y aura des marchandises à transporter. Comment on peut continuer à vous croire ?
Mais ce n'est pas le gouvernement qui décide de produire des denrées alimentaires et de les mettre sur un train ou sur un camion. C'est une décision des producteurs et ensuite de ceux qui font l'acheminement. La volonté du gouvernement, ça a été dit par Elisabeth Borne, je vous le redis aujourd'hui, c'est que ce train continue à rouler et qu'il continue à transporter des marchandises. Est-ce qu'on va y arriver simplement par conviction, simplement parce qu'on arrive à mettre les acteurs autour de la table? Est-ce que c'est un problème d'aide et d'incitation? Est-ce qu'il faut financer autre chose différemment? Après, la question plus globale, c'est comment faire en sorte que le fret soit attractif, c'est-à-dire que les marchandises sur les trains soient attractives économiquement et que donc ça permette d'avoir moins de marchandises sur les routes. Quel type de taxation du carburant pour les poids lourds il faut mettre en place? C'est toutes ces questions-là qui sont posées, mais ce train qui est un symbole... Plutôt que de poser ces questions, avez-vous les réponses? C'est-à-dire, avez-vous justement, quand vous dites est-ce que le fret va pouvoir continuer, est-ce que l'État va s'investir davantage? Est-ce que l'État va inciter la SNCF, va inciter les différentes entreprises publiques ou privées à investir pour que ça demeure le train? Oui, l'État continuera à travailler avec les entreprises pour investir. Vous allez mettre de l'argent? On taxe aussi progressivement plus le gazole des poids lourds. Vous avez vu, d'ailleurs, les transporteurs ne sont pas tous ravis. On augmente un peu la taxation sur le gazole des poids lourds. On réfléchit, et Elisabeth Borne y réfléchissait déjà comme ministre des Transports, savoir si on peut mieux faire contribuer les poids lourds étrangers dans le respect du droit communautaire. Donc il y a une ligne de crête qui n'est pas facile. Mais ça fait partie des dossiers que la ministre traitera avec d'autres, l'énergie, la sécheresse, et que je traite à ses côtés. Sur ce train, restons-y quand même un instant. Vous allez mettre combien sur la table? Est-ce que vous avez déjà une idée de l'enveloppe? Non, on n'a pas encore d'idée d'enveloppe, mais en tout cas, l'histoire n'est pas finie. Vous êtes sûr que l'histoire n'est pas finie? Je suis sûre que l'histoire n'est pas finie. La semaine dernière, on nous disait qu'il roulerait, cette semaine, il ne roule pas, et vous nous dites que l'histoire n'est pas finie. Est-ce qu'à la rentrée, véritablement, il roulera? Encore une fois, vous allez suivre ce dossier, vous nous réinterpellerez à la rentrée. Il faut trouver le modèle économique, l'histoire n'est pas finie. On verra effectivement. Grand débat hier à l'Assemblée nationale sur le CETA. Un débat vif. Le CETA, c'est ce contrat de libre-échange entre l'Union européenne et le Canada qui devait être voté hier, ratifié par l'Assemblée. Vous aviez prévu un vote dans l'après-midi. Finalement, c'est repoussé à mardi. Est-ce que c'est parce que vous aviez peut-être sous-estimé à quel point il y aurait des doutes, parfois, y compris dans votre propre majorité? Moi, il me semble que le CETA, et d'ailleurs le Mercosur, c'est-à-dire l'accord d'un côté avec le Canada et de l'autre avec l'Amérique latine... Le Mercosur, ce sera le prochain dossier, effectivement. Voilà, pose des questions assez fondamentales qui sont, est-ce qu'il est possible d'avoir une volonté écologique forte et du commerce international? Et nous répondons... C'est un peu la même question que pour le train, hein. C'est toujours... Nous répondons oui sous condition. C'est-à-dire, nous ne sommes pas contre le commerce international. Le commerce international, c'est aussi une source de prospérité, mais pas à n'importe quel prix. Alors, sur le CETA, ça avait été dit au moment de la signature de l'accord, et la France avait demandé une évaluation indépendante. Cette évaluation a eu lieu. Elle est rassurante sur la partie climatique. Elle a été approfondie sur les filières agricoles, et elle est également rassurante sur les filières agricoles. Il n'y a plus de doute pour vous? En tout cas... On sait que ça n'a pas d'impact négatif sur la production et sur la qualité des produits que nous importerons. Donc ça n'a pas d'impact négatif ni sur notre activité agricole, puisque finalement c'est plutôt bénéfique à nos agriculteurs qui exporteront un peu plus, ils exportent déjà un peu plus, et sur les normes sanitaires, et ça a été regardé de près, on sait qu'en fait les normes canadiennes sont assez similaires aux normes européennes et que les contrôles que fait l'Europe permettront de vérifier qu'on ne fait pas entrer des produits qui n'ont rien à faire en Europe sur notre territoire. La question c'est le assez similaire. Tout ça, évidemment, c'est évalué extrêmement précisément, mais on a regardé sur le bœuf aux hormones, sur la question des farines animales, par exemple. On est vraiment rassuré sur ces points. Après, je pense que c'est très important de débattre. Et donc, c'est bien que le Parlement ait pris du temps. Je sais que la discussion a été longue, elle a été animée. Du coup, le vote aura lieu la semaine prochaine. Mais ça doit faire l'objet d'un débat démocratique. Est-ce que Et pour le Mercosur, juste pour finir, là, on est dans une situation dans laquelle l'évaluation n'a pas eu lieu. Mais contrairement au CETA, donc avec le traité avec le Canada, le traité avec l'Amérique du Sud n'entrera en vigueur qu'après une décision positive de tous les gouvernements. Et le président de la République française a demandé à ce que cette décision soit prise à l'unanimité au Conseil européen. Donc on ne se fera pas imposer
l'entrée en vigueur de ce traité si nous ne sommes pas sûrs que toutes les garanties sont là. Et je crois que c'est très important. Mais précisément, ça veut dire qu'aujourd'hui, vous avez peut-être tiré les leçons pour le Mercosur de ce que vous avez un peu subi sur le CETA. La réalité, c'est que quand on regarde dans les faits, il est déjà en application pour une bonne part, de manière provisoire, certes, mais enfin, ça veut quand même dire que ce débat, vous dites c'est important qu'il ait lieu, mais on a l'impression que c'est un débat de dupes, qu'on n'a plus le choix, que ça y est, c'est fait, c'est décidé, c'est même appliqué. En fait, il n'y a pas d'inquiétude à avoir sur le CETA. Parce que l'évaluation a été faite en parallèle avec l'entrée en vigueur provisoire et elle est rassurante. En revanche, je suis d'accord avec vous, c'est quand même très bizarre d'avoir un accord et puis qu'il rentre en vigueur alors qu'on l'évalue. Et donc on ne refera pas ça avec le Mercosur. L'entrée en vigueur dépendra d'une décision des chefs d'État et de gouvernement et elle sera prise au moment où on est sûr que c'est la bonne décision. Ça pose du coup une question, on a l'impression que le CETA est à la croisée de tous les chemins, c'est-à-dire la question écologique bien sûr, la question du commerce et puis la question de la démocratie. La question de la démocratie européenne, est-ce que ça, vous en aurez aussi tiré les leçons de manière permanente? C'est-à-dire, est-ce que on ne se fera plus avoir au fond, parce que vous ne dites pas le mot, mais on sent bien qu'il y a un petit peu cette impression-là. Ce qui est sûr, c'est qu'on a porté, pendant les élections européennes avec la liste Renaissance, un projet fort en disant l'écologie est au centre du projet. L'écologie, le respect de l'accord de Paris, le respect des normes environnementales, la préservation de la biodiversité, le changement de la politique agricole commune, tout ça c'est en haut de l'agenda. Et ce qui s'est passé depuis, c'est Pascal Canfin, député européen, a pris la présidence de la plus grosse commission du Parlement européen, qui est la commission environnementale, qui s'appelle la commission Envie. Et la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, qui vient d'être confirmée, élue par le Parlement européen, a fait un discours très offensif en reprenant la majorité des points sur l'urgence climatique, sur le maintien de l'accord de Paris, sur la conditionnalité justement des accords internationaux. Donc ce message, c'était un message français, pas que français d'ailleurs, parce qu'il y a eu une percée de cette sensibilité partout, il est passé. Emmanuel Vargon, un mot sur la sécheresse. Chaque année, c'est la même chose, mais particulièrement tôt cette année, état de sécheresse qui s'installe sur le pays. Est-ce qu'on va continuer à subir, on a l'impression, année après année dans l'urgence, ou est-ce que des décisions en amont ne doivent pas être prises de manière pérenne? Alors moi, ça fait 6 mois que j'ai animé un processus avec les associations de préservation de l'environnement, mais aussi les élus et les industriels, qui s'est appelé les Assises de l'eau, pour voir comment est-ce qu'on peut mieux anticiper les questions d'eau. Parce que la gestion de l'eau, l'accès à l'eau, c'est potentiellement un sujet de crise majeure qui se répète chaque année et qui va plutôt aller en s'aggravant. Qu'est-ce que vous allez donner davantage? On s'est donné quelques très grandes priorités avec des actions concrètes, parce que moi, mon obsession, c'est que nous arrivions derrière les priorités à pouvoir passer à l'acte et avoir des actions concrètes. Quelles actions priorités concrètes? Et actions. La première priorité, c'est protéger les captages d'eau. Ça, c'est la qualité de l'eau. C'est l'eau qui arrive après dans les systèmes et jusqu'à l'eau du robinet. En fait, on sait qu'on a 1000 captages en France. Les captages, c'est l'endroit où l'eau arrive jusqu'à la rivière ou la nappe phréatique. Ça fait 10 ans qu'on sait qu'il faut les protéger. Mais vous avez des inquiétudes? On a vu qu'il y avait récemment certains villages où on s'est rendu compte que la qualité de l'eau n'était pas du tout à la hauteur. En fait, je n'ai pas d'inquiétude du tout sur la qualité finale de l'eau qui arrive après traitement. En revanche, plus l'eau est propre quand elle rentre dans le sol et dans les rivières et les nappes phréatiques, moins on a besoin de la traiter, donc moins on utilise de produits et puis plus on réduit la facture d'eau. Donc c'est très important de protéger dès l'amont. Là, il y a des pratiques très très différentes. Il y a des endroits qui s'y sont vraiment mis. J'étais dans les Deux-Sèvres il y a quelques jours. Ils ont fait un travail remarquable avec une baisse très forte des nitrates dans ces fameux points de captage. Il y a des endroits où il se passe rien. Je vais piloter ça avec l'aide des préfets, faire des points tous les 3 mois, leur donner des objectifs, des moyens et des plans d'action pour que ça se produise. Deuxième chose, le partage de l'eau, en particulier avec les agriculteurs. C'est terrible pour les agriculteurs. On est en situation de sécheresse, vous l'avez dit, 67 départements, dont 22 en situation de crise, avec des mesures de restriction très fortes pour l'irrigation. Il faut qu'on soit capable de faire des retenues d'eau qui vont permettre aux agriculteurs de prélever un peu d'eau en hiver pour avoir ces retenues qui leur permettront d'irriguer. Ça sera autorisé. Ça sera autorisé. On a enfin trouvé
un accord entre le monde de l'agriculture et les grandes associations de préservation de l'environnement sur comment faire des retenues d'eau. Et c'est pas n'importe comment. C'est-à-dire qu'on ne peut faire une retenue d'eau que si on a commencé par analyser les besoins. Et donc, on va pas dire juste, écoutez, moi, il me faut tant de mètres cubes, donc vous veillez à faites-moi la retenue pour tant de mètres cubes. Est-ce que vous avez vraiment besoin de tant de mètres cubes en fonction de leurs besoins? Et c'est surtout, est-ce qu'on peut faire baisser les besoins? On ne le fera que si l'objectif, c'est d'abord la réduction du volume. C'est-à-dire si on a repensé les pratiques agricoles à la fois dans les volumes et aussi dans la qualité des pratiques, et que donc on est prêt à retenir de l'eau, mais in fine, on en économise. Et notre objectif, c'est moins 10% de consommation d'eau en 5 ans, moins 25% Vous allez en les 15 ans. accompagner. On va les accompagner avec de l'argent qui va permettre de financer les projets dont on a besoin. Donc on prend vraiment le problème à bras-le-corps parce qu'évidemment, chaque été, sinon ça se reproduit. Emmanuelle Wargon, secrétaire d'État auprès de la ministre de la Transition écologique. Merci d'être venue sur RMC et BFM TV. Il est 8h53. Merci à vous.